Forcalquier est une commune française située dans le département des Alpes de Haute-Provence, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Jadis capitale d'un comté florissant, fondée au XIe siècle, elle est maintenant chef-lieu d'arrondissement. Ses habitants sont appelés les Forcalquiérans. La petite ville a pour devise plus haut que les Eaux, plus haut que les Alpes, et pour surnom la cité comtale. Ses monuments principaux sont la cathédrale Notre-Dame du Bourget, XIIIe et XVIIe siècle, le couvent des Cordeliers, XIIIe siècle, et la chapelle Notre-Dame de Provence datant de 1875, est située à l'ancien emplacement de la citadelle d'où la vue domine la Haute-Provence. Forcalquier a la particularité d'avoir le ciel et l'air les plus purs de France, si ce n'est d'Europe. En 2010, avec ses 4680 habitants, Forcalquier était la 6e ville du département, s'intercalant entre Château-Arnoux, Saint-Auban et Pierrevert, et la 2198e ville sur le plan national. Forcalquier est établie entre les montagnes de Lure et le Luberon, dans la partie occidentale des Alpes de Haute-Provence. Elle est traversée par la Via Domitia, et l'ancienne route nationale 100 sur l'axe est-ouest. Par la route, Forcalquier est situé à 43 km au sud de Sisteron, à 42 km à l'est d'Apt, à 23 km au nord de Manosque, plus grande ville du département, et à 50 km de Digne-les-Bains, chef-lieu du département. La commune se trouve à 80 km d'Aix-en-Provence, 88 km d'Avignon, et à 109 km de Marseille, ces deux villes étant situées au sud de Forcalquier. La petite ville provençale est à 747 km au sud-est de notre capitale Paris. Commune au territoire étendu, Forcalquier a des limites administratives avec de nombreux villages voisins. Au nord, elle est limitrophe de Fontienne, Sigons la borde du nord-est à l'est, jusqu'à Pierrerue, elle aussi à l'est. Toujours à l'est, la commune borde celle de Niozelle. Au sud-est se trouve la commune de Villeneuve, et au sud Forcalquier est limitrophe avec Saint-Même. Au sud-ouest, Maine et Forcalquier possèdent une limite commune, sur une partie matérialisée par l'ancienne route nationale 100. À l'ouest se trouve le village de Liman, tandis qu'au nord-ouest se trouve Ongles. L'altitude moyenne de la ville est de 651 mètres. Le point culminant, 904 mètres, se situe près de la Roche-Ruine, au nord de la commune. Le point le plus bas, 397 mètres, se trouve à proximité de la ferme de Cabannes, au sud de la commune. L'altitude de la mairie, riveraine de la place du Bourget, est de 545 mètres au-dessus du niveau de la mer. Le territoire se situe sur des formations du Miocène inférieur, mais également de l'Oligocène au nord et au sud, nord-oriental des monts du Luberon, entre plusieurs formations géologiques majeures des Alpes, au sud des chaînons de Lure. À l'ouest de la faille de la Durance et du plateau de Valençol, bassin molassique du Miocène et du Pliocène composé de roches sédimentaires détritiques, dépoliées à l'érosion des montagnes apparues à l'Oligocène. Au nord du massif du Luberon. Hydrographie et les eaux souterraines. Situé dans le bassin versant du Rhône, dans la circonscription hydrographique NDEG6, Rhône-Méditerranée et Corse, Forcalquier relève de la région hydrographique Rhône. La commune est traversée par 3 cours d'eau, la rivière l'Alais et les ruisseaux le Beuvron, le Viau et de Pierrerue. Aucun ne traverse le centre de la ville. L'Alais prend sa source sur la montagne de Lure à Saint-Étienne-les-Orgues, traversant cette commune, et coule selon un axe nord-sud sur une longueur de 24,3 km, elle atteint un barrage au niveau des communes de Forcalquier, Liman et Maine puis se dirige vers le cours du Largue dans laquelle elle se jette à Dauphin. Le Beuvron est un ruisseau qui prend naissance à Fontienne, traverse 4 communes le long de ses 14,9 km dans le pays de Forcalquier, avant de se jeter dans le Lauzon et la Brianne, à une dizaine de kilomètres en aval de Forcalquier. Le Viou naît au nord de Forcalquier et le traverse, ainsi que la commune de Saint-Même. Il se jette dans l'Alais et a pour longueur 11,1 km.
Transport ferroviaire. Depuis la fermeture de la gare de Fort-Calquier, la ville est desservie par celle de la Brianne-Oraison, SNCF, située à 12 km. En 2011, elle est desservie par la liaison TER Marseille-Saint-Charles-Aix-en-Provence-Vennes-Gap-Briançon 6 fois par jour en semaine et 4 fois le dimanche, dans chaque sens. Celle-ci est située sur la ligne Lyon-Perrache, Marseille-Saint-Charles, via Grenoble. Cette gare est desservie par les carrières de la ligne Avignon TGV, Avignon, Fort-Calquier, Oraison, Digne. La gare TGV la plus proche de Fort-Calquier est celle d'Aix-en-Provence TGV, accessible grâce aux navettes LER Fort-Calquier, Manosque, Aix-TGV, Aéroport Marseille-Provence. 2 sentiers de grande randonnée traversent la commune. Le GR6, sentier Sainte-Foy-la-Grande, Saint-Paul-sur-Ubaye, vient de Limon et va en direction de Fontienne, ou inversement, en traversant le quartier de Saint-Marc, passe au niveau des Mours et monte vers le clos de Mély. Le GR 653D, sentier de Saint-Jacques-de-Compostelle, voie domitienne, vient du hameau de Saint-Pierre-de-Pierrerue, et traverse le centre de la commune, en passant par les places du Bourguet, et de Saint-Michel et rejoint ensuite Man. 2 itinéraires cyclistes passent par Fort-Calquier, l'un permet d'effectuer le tour du Luberon, autour du Luberon, Viatte, Cavaillon et Manosque, soit une distance de 236 km, et l'autre de faire le tour du pays de Fort-Calquier et de la montagne de Lure, le pays de Fort-Calquier et de la montagne de Lure en vélo, via Cruy et Aubenas-les-Alpes. Soit une distance de 78 km. Risques naturels et technologiques. Aucune des 198 communes du département n'est en zone de risque sismique nul. Le canton de Fort-Calquier est en zone 1B, sismicité faible, selon la classification déterministe de 1991, basée sur les séismes historiques, et en zone 4, risque moyen, selon la classification probabiliste EC8, de 2011. La commune de Fort-Calquier est également exposée à 3 autres risques naturels, les feux de forêt, les inondations, et les mouvements de terrain. Quelques versants de la commune sont concernés par un aléa moyen à fort. La commune de Fort-Calquier est également exposée à un risque d'origine technologique, celui de transport de matières dangereuses, par route et canalisation. Les routes départementales RD 4100, ancienne route nationale 100, et RD 12 peuvent être empruntées par les transports routiers de marchandises dangereuses. La canalisation transéthylène servant à acheminer de l'éthylène, gaz inflammable, vers Sisteron et Grenoble, traverse la commune et constitue, donc un facteur de risque supplémentaire. Aucun plan de prévention des risques naturels prévisibles, PPR, n'existe pour la commune, mais le DICRIM existe depuis 2010. Fort-Calquier a été l'objet de plusieurs arrêtés de catastrophes naturelles, en 1984, 1990, 1994, 2011 et 2019, pour des inondations et des coulées de boue, pour des glissements de terrain en 1994. Et pour des sécheresses ayant provoqué des mouvements de terrain en 2008 et 2017. Elle a également subi régulièrement des tremblements de terre destructeurs. Toponymie. Selon Ernest Nègre, le toponyme Fort-Calquier, in Castro-Furno Calcario en 1018, 1032, Castel de Fort-Chalcerie vers 1103, provient de l'association des termes forne, four, et calcaire, littéralement four calcaire, mais qu'il faut comprendre au sens étymologique four à chaud. Calx, chaud, calcariu, de chaud, à chaud. D'après Jean Ivroyer, qui se base sur des formes anciennes du nom, Fort-Calquier signifie la fontaine du rocher, font calqué. Fort-Calquier, la graphie du toponyme est Fort-Coquier en provençal selon la norme classique, ou Fourcoquier selon la norme mistralienne. La colline de la Bombardière, située immédiatement au sud de la colline de la Citadelle, porte le souvenir de l'installation de l'artillerie par Giacomo Giolitti lors du siège de 1481.
La ville est parfois surnommée dans les médias la cité des quatre reines à la suite de la parution, en 1973, du livre Le pays des quatre reines consacré à l'histoire de la Haute-Provence, à ses mœurs et coutumes. Le titre renvoie aux quatre filles du comte de Provence Raymond Béranger IV, ou 5, qui toutes épousèrent un roi. Rien n'indique cependant que ces quatre reines soient jamais venues à Forcalquier. Préhistoire, Antiquité, Histoire. Les premières traces de vie humaine sur Forcalquier datent du IIIe millénaire avant Jésus-Christ, c'est-à-dire pendant la période du Néolithique. En 1991, un campaniforme a été découvert dans le quartier de la Fare. Des gobelets céramiques en forme typique de cloche ont été trouvés dans une sépulture. À l'âge de fer, les hommes s'installent sur les hauteurs, dans les oppidums. Avec la colonisation romaine, ce sont les plaines et les grands axes de communication qui sont privilégiés. La voie domitienne, plus connue sous le nom de Via Domitia, est construite en 118 avant Jésus-Christ, et permet de relier l'Italie à la péninsule ibérique via la Gaule narbonnaise. Cette route est construite par le proconsul Gnao Domitienne Barbu, Barbe d'Airain, et traverse le territoire actuel de Forcalquier en bordure des communes de Niozelle et Villeneuve. Moyen Âge. Alors que le sud-est de la Gaule était une terre burgonde, le roi des Ostrogoths Théodoric, le Grand fait la conquête de la région entre la Durance, le Rhône et l'Isère en 510. La commune dépend donc brièvement à nouveau de l'Italie, jusqu'en 526. En effet, pour se réconcilier avec le roi burgonde Gondemar III, la régente ostrogoth, Amalazonte, lui rend ce territoire. Une agglomération très petite, Hameau village, se constitue au 7e siècle au pied de la butte de Forcalquier. L'église Saint-Promas et une villa agricole, la villa Buttorida, existent à cette époque autour de la source antique de la Bonne Fontaine. Au IXe siècle ou au Xe siècle, un château important est construit, il est assez sûr pour accueillir les reliques de Saint Marius, ou Méry, et les mettre à l'abri des Sarrasins. L'agglomération apparaît dans les chartes pour la première fois en 1004, Forcalchiero. En 1060, l'évêque de Sisteron Géraud Chevrier, ne peut entrer après son élection dans sa ville, et se réfugie à Forcalquier. Il élève alors l'église Saint-Méry au rang de concathédrale. Urbain II y séjourne le 7 août 1096, en revenant de son prêche pour la première croisade. Partage de la Provence au XIIe siècle entre comté et marquisat de Provence et comté de Forcalquier. Au milieu du Moyen Âge, Forcalquier était une possession des comtes de Provence, qui échut au comte Foulbertrand, qui s'intitula comte de Forcalquier, et en fit sa ville principale. Au XIIe siècle, le comté de Provence, possession indivise entre plusieurs comtes, fut partagé et l'une des trois parties revint à la comtesse Adélaïde, veuve d'un comte d'Urgell, qui prend le titre de comtesse en 1110. Au XIIe siècle, les comtes de Forcalquier font de leur ville, la capitale d'un comté qui s'étendait des sources de la Durance aux portes de Cavaillon, et dont les villes principales étaient Embrun, Gap, Sisteron, Manosque, Pertuis, Aptesso. Ce siècle est l'âge d'or du pays de Forcalquier, comme en témoignent les nombreux édifices romans de la région. En 1209, le mariage de Garsante de Sebran et d'Alphonse II de Provence fait revenir le comté de Forcalquier dans les mains des Provences, et Forcalquier devient une de leurs résidences. Au printemps 1348, la peste noire provoque une émeute où les maisons des Juifs sont pillées. Après la crise économique et démographique du XIVe siècle, Forcalquier souffre des passages de Charles de Duras et de Raymond de Turenne. Tout le siècle suivant est marqué par les grandes épidémies de peste, dont la peste noire. Faute d'héritier au dernier comte de Provence, le roi René, le comté réuni à la France, et le titre de comte de Forcalquier, est porté par les comtes de Provence, et ensuite les rois de France jusqu'à Louis XVIII. Le rattachement a lieu en 1481, Louis XI hérite du comté, mais doit assiéger Forcalquier,
qui résiste 3 semaines avant de tomber le 21 juillet, puis est mise à sac. La charte de commune. Guillaume IV de Forcalquier étant en difficulté face au marquis de Provence et au comte de Toulouse, la ville devait leur fournir une milice. C'est ainsi qu'en échange, Forcalquier recevait des privilèges et exemptions de taxes, depuis le 26 mai 1206. Ces droits, déjà augmentés petit à petit, sont considérablement étendus à la fin du XIVe siècle. Après l'assassinat de la reine Jeanne de Naples par Charles de Duras, la Provence est en pleine guerre de succession. La reine Marie, veuve de Louis d'Anjou, accorde des chartes de commune aux villes du comté pour financer sa guerre. Forcalquier obtient la sienne, le 23 juin 1385. Elle donne une très grande autonomie à la ville. Le droit de vote n'est pas donné à tous les hommes libres, mais le collège électoral peut rassembler près de 75% des chefs de feu. Tous les titulaires de charges, notamment les syndics, maires, sont réélus tous les ans, avec inéligibilité à leur sortie de charge. Cette charte est ensuite précisée, notamment en 1452, quand sont définis comme citoyens, les hommes libres ayant les 2/3 de leurs biens à Forcalquier et y passant les fêtes. La ville profite des difficultés financières de François Ier pour racheter les derniers droits féodaux en 1521. Du XVIe au XVIIIe siècle. La réforme est précoce à Forcalquier, puisque les premières conversions se font avant 1512, date où ont lieu les premiers vandalismes, des oratoires sur les chemins sont rompus. Pendant les guerres de religion, la ville reste majoritairement catholique, mais une partie non négligeable de la population se convertit au protestantisme. Le premier consul protestant est élu en 1559, et à ces dates les protestants utilisent la chapelle Saint-Premas pour célébrer leur culte. D'autres troubles se produisent, dont des rixes. Les troubles majeurs commencent par l'assassinat du consul Antoine Amalric et de son fils, sur la route d'Aix. Une épidémie de peste a lieu en 1561, et, inquiets, environ la moitié des protestants de la ville se réfugient à Sisteron en février 1562. Le 12 juin 1562, les Huguenots font le siège et s'emparent de la ville. Ils mettent à sac la cathédrale et l'église des Cordeliers. Les protestants quittent rapidement la ville pour aider leurs coreligionnaires de Sisteron, ce qui permet à une armée catholique d'occuper la ville, et de mettre à sac les maisons privées, y compris celles de catholiques. Les Huguenots ne rentrent qu'avec l'édit d'Amboise, 1563, qui leur donne le droit de pratiquer leur religion, et qui leur réserve un quart du conseil municipal. Ils établissent leur propre école, ont leur prêche et leur cimetière. Cependant, de nouveaux heurts se produisent en 1564 puis l'année suivante. En 1567, la ville est à nouveau prise par les Huguenots, qui l'abandonnent au bout de 3 semaines à la demande de la municipalité. À partir de cette année, ils utilisent l'église des Cordeliers pour le culte. Forcalquier est l'une des 2 places de sûreté, avec Mérindol, accordée par l'édit de Saint-Germain aux protestants de Provence. La ville est cependant assiégée par ces derniers dès 1576, puis en 1580. Ils reviennent à l'assaut en 1585. Ce sont les catholiques qui assiègent ensuite la ville à leur tour, le duc d'Épernon en 1587, le duc de La Valette en 1588. Entre-temps, la peste fait son retour en 1581. La ville se rallie à Henri IV dès son avènement. Elle envoie des troupes à Avignon affronter le duc de Savoie, Charles-Emmanuel Ier qui tente une incursion et qui y est repoussé. En 1601, Henri IV fait raser le château, ou autorise sa destruction. Le dernier épisode militaire des guerres de religion se situe en 1629. La communauté protestante était donc importante au XVIIe siècle et disposait d'un temple, grâce à l'édit de Nantes, 1598. Mais les pressions de toutes sortes, venues du Parlement de Provence et de l'évêque,
entraînèrent sa disparition avant le début du règne personnel de Louis XIV, 1660. Après les guerres de religion, Forcalquier connaît, comme le reste de la France, une période de reprise dans le premier tiers du XVIIe siècle, mais perd encore 2000 habitants pendant la peste de 1630. Elle est le siège d'une sénéchaussée, qui en fait la capitale judiciaire de son ancien comté. Ville importante, Forcalquier est tenu de loger les troupes, les casernes n'existant pas à l'époque, les soldats sont logés chez l'habitant. C'est le conseil municipal, qui répartit les soldats entre les différents habitants. Mais devant les exemptions dont bénéficient certains bourgeois, le peuple de la ville se soulève et provoque une émeute. Forcalquier est le siège d'une viguerie jusqu'à la Révolution française. Révolution française. La prise de la Bastille est accueillie favorablement, cet événement annonçant la fin de l'arbitraire royal et, peut-être, des changements plus profonds dans l'organisation de la France. Immédiatement après l'arrivée de la nouvelle, un grand phénomène de peur collective s'empare du pays, par peur du complot des aristocrates désirant recouvrer leurs privilèges. Des rumeurs de troupes en armes dévastant tout sur leur passage se propagent à grande vitesse, provoquant des prises d'armes, l'organisation de milices et des violences antinobiliaires. Cette grande peur, venant de Sisteron et appartenant au courant de la peur du Mâconnais, atteint Forcalquier et sa région, le 31 juillet 1789, avant de se propager vers le sud-ouest. La Société patriotique de la Commune fait partie des 21 premières créées dans les Basses-Alpes. Elle s'affilie au Club des Jacobins de Paris, le 22 juin 1792. Le club de Forcalquier accueille une assemblée des sociétés de son district, le 7 avril 1793. Le Saint-Frimaire en Troyes, le représentant en mission Gautier, épure la Société 66. En prairial et ventouse de l'an 3 de la Révolution française et jusqu'en l'an 5, une bande de royalistes, dit les égorgeurs royaux, sème le trouble dans la ville et le canton de Raison, rançonnant les communes et bastonnant les républicains. Le 25 mars 1794, la cathédrale Notre-Dame du Bourget est saccagée et son trésor envoyé à la fonderie. Époque contemporaine. Avec la Révolution, Forcalquier devient chef-lieu de district, puis sous-préfecture sous le consulat. Entre 1806 et 1813, le sous-préfet Latourette fait raser les remparts, qui sont remplacés par des boulevards et des avenues. Louis-Napoléon Bonaparte est élu président des Français en 1848. Forcalquier est un bastion républicain lors de la Deuxième République. C'est l'horloger Escoffier qui fonde la première chambrette, société secrète républicaine en Provence, en 1849, qui essaime rapidement. Des banquets sont organisés le 21 janvier 1850, pour l'anniversaire de l'exécution de Louis XVI, ce qui entraîne le désarmement des gardes nationaux de Man et Forcalquier. En 1851, Forcalquier est au centre de la résistance au coup d'État de Napoléon III dans les Basses-Alpes. Le signal de l'insurrection est donné par les Forcalquierans à la foire de Man, le 5 décembre, le sous-préfet et les gendarmes qui ne se rallient pas sont emprisonnés. Une troupe de 3000 hommes quitte ensuite Forcalquier pour prendre le contrôle de Digne du département. Après l'échec de l'insurrection, une sévère répression poursuit ceux qui se sont levés pour défendre la République. 39 habitants de Forcalquier sont traduits devant la commission mixte, la majorité étant condamnée à la déportation en Algérie. Forcalquier reste un centre intellectuel. En 1867, l'Athénée littéraire est créé. Les Jeux floraux en 1872, les fêtes de l'inauguration de Notre-Dame de Provence en 1875, la fondation de l'École des Alpes en 1876, et les fêtes internationales de la latinité en 1882, font revivre de grands espoirs. La commune est durement touchée par la Première Guerre mondiale, outre les morts tués par les Allemands,
un Forcalquiérain est fusillé pour l'exemple. Contrairement aux autres communes du département dans le même cas, la mairie a toujours refusé de placer son nom sur le monument aux morts. Une annexe du camp des 1000 ouvre à Forcalquier au début de 1940. L'armée française y interne des étrangers, principalement des intellectuels allemands, alors qu'ils sont réfugiés en France et antifascistes. Ils sont enfermés dans l'ancienne prison, actuel bâtiment de la Simonette, avec parmi eux Ferdinand Springer. Vêtus d'uniforme bleu horizon, ils sympathisent avec la population, et même avec leur gardien, le poète et éditeur Pierre Segers, faisait partie du détachement chargé de la surveillance. Le 8 juin 1944, l'armée secrète tente de libérer Forcalquier. Mais la Wehrmacht reprend la ville d'assaut, faisant 12 morts. Finalement, ce sont les Alliés qui libèrent Forcalquier, le 19 août 1944. La ville est décorée de la croix de guerre au titre de haut lieu de la résistance. Le ciel le plus ensoleillé de France permet l'installation de l'Observatoire de Haute-Provence à proximité de la commune, plus exactement à Saint-Michel-l'Observatoire. L'aménagement hydroélectrique de la Durance, et la création de la retenue de la Laye, renouvellent la vitalité du pays, permettant une irrigation généralisée des cultures, et une alimentation sécurisée en eau potable. Lieux et monuments. D'après Pierre Maignan, Forcalquier était le plus beau pays du monde et Dieu merci personne d'autre que nous ne s'en avisait. Lieux et sites. Les Mours, situés au nord de la ville de Forcalquier, sont un paysage de rochers calcaires à la base marneuse amincis par l'érosion, les Mours proprement dit, que suivent en amont les petits mourets, en aval, les mouresses. L'ensemble de ces rochers s'étend sur une centaine de mètres. Les plus hauts rochers atteignent une hauteur supérieure à 20 mètres. 25 millions d'années auparavant, c'est-à-dire à la fin de l'Oligocène, le site était un milieu marécageux. Depuis l'eau a totalement disparu, et le paysage est constitué de buissons épineux et de chênes pubescents. De plus, certaines plantes poussent sur les rochers. Sur le site, on peut y découvrir des fossiles, lignés, mollusques d'eau douce, et planorbes, escargots d'eau douce. La cité belle, dont la gestion, circulation des visiteurs, protection des vestiges, parc de promenade, liaison entre la ville et la cité belle, a été confiée au parc naturel régional du Luberon, offre un panorama sur tout le pays environnant. À cet emplacement s'élevait autrefois le château des comtes de Forcalquier. Son plateau est un site inscrit. On y trouve aujourd'hui la chapelle Notre-Dame de Provence, de style románo-byzantin. Elle est érigée de 1869 à 1875 à l'initiative du chanoine Terrasson, et ornée de statues d'anges musiciens et des saints de Provence. En bordure de la terrasse sommitale, un carillon des années 1920, est composé de 18 cloches, permet le jeu traditionnel à coups de poing. Sonnerie, tous les dimanches à 11h30, ainsi qu'à l'occasion des principales fêtes, notamment le Nadalet pour Noël. Un programme d'aménagement du site de la citadelle a été étudié. Simultanément, l'abattage de 37 cèdres, arbres de haute tige, est prévu. Le cimetière de Forcalquier est un site classé, parmi les plus beaux d'Europe. Ce nouveau cimetière, créé en 1835, est devenu célèbre en raison de sa terrasse inférieure, ornée d'ifs taillés depuis le début du XXe siècle. Ceux-ci sont taillés à 4 mètres de hauteur, créant ainsi des murs de verdure taillés en arcade, offrant de belles perspectives. L'importance des vestiges archéologiques nombreux, présents et présumés, sur la commune de Forcalquier, a amené les services de l'État à délimiter des périmètres de protection archéologique dans 5 zones au sein desquelles l'ensemble des dossiers de demande de permis de construire, de démolir et d'autorisation d'installation et travaux divers devront être transmis au préfet de région. Préhistoire. Les dolmens du Clos des Immolis, ou Clos du Molly, sont les monuments les plus anciens de la commune. Architecture militaire. La porte des Cordeliers,
du XIVe siècle, est le dernier vestige des 6 portes que comptait la ville. La porte de la citadelle, datant du siècle précédent, subsiste également. C'est le seul reste de la forteresse médiévale, dite citadelle, avec une tour qui comporte encore 2 salles voûtées. Il subsiste en outre quelques vestiges du château des évêques, au sommet de la ville, intégrés à des constructions plus récentes, bases de tours, pans de murs, parties du corps de logis. Architecture religieuse. La concathédrale Notre-Dame du Bourget, XIIIe et XVIIe siècle, dite aussi Notre-Dame du Marché, dont la nef centrale, le chœur, le transept et le clocher datent des premières années du XIIIe, et constitue le premier essai d'adaptation de l'art gothique en Pays d'Oc. Le campanile est du XVIe siècle, les nefs latérales et le 2e étage du clocher sont du XVIIe siècle. La cloche est de 1609. Le grand orgue, dont les premiers jeux remontent à 1627, est classé monument historique. Le couvent des Récollets est installé en 1627 dans l'église Saint-Pierre, une des 4 paroisses de la ville. On distingue encore l'oculi roman. Transformé en prison, on y enferma en 1851 le sous-préfet, et les gendarmes ralliés au coup d'État de Napoléon III. Le couvent des Cordeliers, XIIIe siècle, probablement fondé vers 1236, est l'une des premières fondations franciscaines en Provence. Il s'établit dans une demeure donnée par Raymond Béranger V de Provence, comte de Forcalquier. Endommagé pendant les guerres de religion, mal entretenu par la suite, il périclite, et ne compte que 2 religieux à la Révolution. Il est vendu comme bien national, transformé en exploitation agricole avant d'être restauré dans les années 1960. La façade de l'église est enfouie sous le bâtiment de l'ancienne poste. Il subsiste encore, autour du cloître gothique, début du XIVe siècle, reconstitué, l'ensemble des salles conventuelles, et une chapelle secondaire du XVe siècle, un ossuaire et une crypte. L'oratoire abrite une Vierge à l'enfant en bois sculptée du XVe siècle. Le couvent est actuellement siège de l'Université européenne des senteurs et des saveurs. Il est inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. Le couvent des Visitandines et son cloître, qui servirent de collège, le couvent et le cloître datent de 1634, la chapelle, ou église, Saint-Ange date-t-elle de 1687. Elle possède une façade classicisante, à 2 ordres et frontons triangulaires, due à l'architecte marseillais Jean Vallier. S'étant désisté, il est remplacé par Jean Vallon pour le reste de la construction, voûté d'ogives orné de lianes et tiercerons, dans le style gothique. Les bâtiments conventuels sont rebâtis en 1883 pour abriter la mairie. L'église, inscrite à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, est actuellement un cinéma. La façade de l'ancien temple, fin du XVIe siècle, subsiste, la porte est placée sous un arc surbaissé, avec une poste centrale. Le fronton qui la surmonte porte, une inscription tirée du livre d'Isaïe, confesse le Seigneur et invoque son nom. Le bel autel particulier situé à droite du temple, XVIIe siècle, a été celui d'une grande famille protestante, les Gassot. L'église du prieuré Saint-Promas date du XIIe siècle. Le bâtiment conventuel date du XIIIe siècle, situé au nord-est, il fut transformé en bâtiment agricole début XXe siècle. L'église Notre-Dame de l'Assomption, ancienne concathédrale du XIIe siècle, monument historique. Il reste de l'ancienne concathédrale Saint-Marie des vestiges du XIIe siècle, accolée au château épiscopal, tour de l'évêque datant du XIIIe siècle. Synagogue, emplacement supposé, on sait qu'au Moyen-Âge Forcalquier abritait une importante communauté juive. Chapelle. Chapelle Saint-Marc. L'église Saint-Jean, sur le versant sud de la colline, elle constitue d'abord une des 4 paroisses de Forcalquier au XIIIe siècle, puis est réunie à Notre-Dame du Bourget avec les autres paroisses, en 1415.
Elle appartient au pénitent bleu au XVIIe et XVIIIe siècle. Elle ne peut être datée avec certitude. Elle est classée monument historique. Notre-Dame de Fougères possède une abside voûtée sur croisée d'ogives, datable du XVIe siècle. Sa cloche de 1746 est remontée en 2013. Elle est également surnommée Notre-Dame de Vie. La chapelle Saint-Paul, construite sur plan carré, est le vestige d'un prieuré. La chapelle de la Charité, du XVIIe siècle, fut celle d'un couvent d'Augustine, qui laissèrent place en 1720 à l'hôpital de la Charité Saint-Louis. La chapelle Saint-Marc, du XVIe siècle, est remaniée au XVIIe et restaurée en 1994, par les Amis des chapelles rurales et oratoires de Forcalquier. Tous les 25 avril, les femmes de la région se rendaient en pèlerinage à la chapelle, un sachet contenant des œufs de verre à soie, afin d'obtenir du saint la protection contre les maladies. Urbanisme. Palais de justice. La place Saint-Michel, située dans la vieille ville, est célèbre par sa fontaine Saint-Michel, classée monument historique. Cette fontaine de style gothique a été érigée en 1512. Le bassin rond actuel a remplacé, en 1912, le bassin octogonal d'origine. La partie au-dessus des dégueuloirs a été refaite à l'identique en 1976. La base est célèbre pour les curieuses scènes sculptées, qui représenteraient les vis que Saint-Michel cherche à écraser. Sa construction donnait lieu à une véritable opération d'urbanisme, construction d'un aqueduc de 3 km, premières études en 1492, achevées en 1511, d'un château d'eau et de bassins de décantation pour les fontaines, mais aussi percement d'une rue et de 2 places. La seconde fontaine, dite Saint-Pierre, est remplacée par la fontaine Jeanne d'Arc en 1900. Place du Palais, l'ancien palais de justice, façade de 1842, a succédé à l'ancien palais des comtes de Forcalquier. La place s'appelait aussi autrefois la Grenette-Arrier, place au Grain, nom qu'a conservé l'original escalier, 1853, qui l'a fait communiquer avec la rue Béranger. Quartier Saint-Pancrace et de la Bombardière, site inscrit, dans ce quartier, la chapelle Saint-Pancrace, qui porte le nom du patron de la ville, XVIIe siècle. Isolée sur une colline, elle a perdu son bas-côté nord. Le chemin s'ouvre devant un oratoire de la même époque. Un ermitage est accolé à la chapelle. En 1733, d'importantes restaurations ont été faites au bâtiment. Le chemin d'accès est caladé. Elle est inscrite à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. Le clocher de Saint-Pierre est un campanile bâti par la municipalité en 1859. Architecture civile. Les 5 cabanons pointus immortalisés par les cartes postales du début du XXe siècle, le 5e est hors prise de vue, à gauche. L'hôtel d'Autun offre une belle façade, exceptionnelle selon Raymond Collier, avec 2 grandes arcades brisées, XIVe siècle. Il est inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. Le logis du Dauphin est de la même époque, arcade et baies géminées. Du siècle suivant, subsistent au moins 3 immeubles, une maison à l'arrière de l'hôtel d'Autun, un passage de Roubaud, et la maison Jeanret. En pierre de taille, dotée d'une cour intérieure et d'un escalier à vis, ses façades sont percées de fenêtres et meneaux. Il subsiste une porte avec une boiserie en forme de serviette repliée. Elle appartint au XVIe siècle à Jeanret, de la famille des seigneurs d'Ongles. Sa toiture est protégée par inscription à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. L'hôtel Sébastiani, rue des Cordeliers, datant du XVIIe siècle, se distingue par ses chaînages d'angles à refend. Les poutres de son vestibule sont enrobées de gypserie, et les corniches sont également en gypserie. Rue Béranger, une maison privée possède une porte avec piédroit à bossage et à refend, et surmontée d'un fronton brisé. Datant des XVe et XVIe siècles, agrandi au début du XVIIe,
Son vestibule a un plafond orné de gypseries, les poutres sont enrobées. Ancienne sous-préfecture jusqu'en 1851, elle sert ensuite de prison. Elle est inscrite à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. L'hôtel Arnaud, XVIIe siècle, ancien temple protestant, ancien temple réformé, est inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques pour sa façade et sa toiture côté rue. L'hôtel des Castellana des Marais de style Louis XIII. Ancienne gendarmerie, on y a découvert derrière une cloison, une cheminée dont le manteau est orné de gypseries, deux pilastres à moulures encadrent une couronne de guirlandes, sous une frise portant un blason, le tout datant d'entre 1650 et 1700. La maison de Tende, place Saint-Michel, appartenant à la famille de Tende, possède une façade large, du XVIIIe siècle. La campagne Clémentille est une villa de style palladien, de la fin du XVIIe siècle, le manteau de sa cheminée en gypserie est orné de pans coupés. Le musée municipal, mobilier ancien, costumes de Haute-Provence, section archéologie fondée en 1919, est situé au second étage de la mairie. Architecture utilitaire. Le viaduc des Latins de Viou est bâti en 1882-1887, pour le chemin de fer d'Apta-Volx et une route. Le manque de sécurité sur le chantier entraîna l'effondrement d'un échafaudage, et la mort de 7 ouvriers. Construit sur un tracé courbe, haut de 36 mètres, long de 136 mètres, il repose sur cette arche de 13 mètres, dès que le train s'est arrêté de fonctionner en 1955. En 1960 des trottoirs sont ajoutés. L'inauguration ayant coïncidé avec la fête des Latins, le viaduc porte en dédicace des inscriptions écrites dans toutes les langues romanes, et les différents dialectes occitans. Il porte également une plaque en mémoire de toutes les personnes qui s'y sont suicidées. Le pont sur le Beuvron, où passe la route nationale 100, date de 1902. Construit sur un arc surbaissé, avec une voûte en appareil hélicoïdal, il présente un biais de 62 degrés. L'ouverture de la voûte fait 16 mètres, le pont fait 5 mètres de large. La fontaine des 4 reines est constituée d'un obélisque au milieu du bassin, et date de 1832. La Bonne Fontaine, ensemble de fontaines et lavoir sur un site antique. Fontaine Jeanne d'Arc, cette fontaine construite en 1900, remplace la fontaine Saint-Pierre construite en même temps que la fontaine Saint-Michel. Une statue de Jeanne d'Arc surmonte la fontaine. Eugène Bernard écrivit un poème vengeur où Saint-Pierre se plaint d'avoir été chassé. Elle est située sur la place Jeanne d'Arc. Cabanon pointu, cabane en pierre sèche, ou Bory, rendu célèbre par les cartes postales dans la première moitié du XXe siècle.